Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. J'ai décidé de convoquer. Dans son allocution du mardi dernier, le président camerounais Paul Biya a annoncé qu'il entendait convoquer un grand dialogue national pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'Ouest. Pour l'opposition, la première condition est d'abord une amnistie générale avant toute discussion. Elle exige du pouvoir la déclaration d'un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones. Le président a annoncé que le dialogue sera présidé par le Premier ministre. Deuxième condition posée par les membres du Social Democratic Front, SDF, le dialogue doit être présidé par une personnalité neutre. Paul Biya a évoqué l'éventualité du pardon si certains séparatistes déposent volontairement les armes, mais il a mis en garde les groupes qui s'y opposeraient. Cette proposition s'est heurtée au rejet de la plupart des chefs séparatistes. Ils exigent purement et simplement le retrait de l'armée et de l'administration centrale des régions anglophones. Jeudi, l'un des plus influents leaders de la cause séparatiste, Julius Ayuk Tabé, a déclaré que ce dialogue était un non-événement. Une déclaration faite via son avocat de sa cellule d'une prison de Yaoundé où il purge une peine d'emprisonnement à vie. Ce dialogue, réclamé depuis le début de la crise, a toutefois suscité l'espoir de la communauté internationale et de certains Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui sont en brousse, dans le maquis, pour, n'est-ce pas, freiner le dialogue, puissent déposer les armes pour venir au dialogue. La France s'est réjouie de cette initiative du président Biya et a appelé à une large concertation des Camerounais. L'ONU a également salué le processus engagé et encouragé Yaoundé à ce qu'il soit inclusif. Dans ce centre logistique de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, les agents s'affairent autour du matériel électoral pour s'assurer que tout est fin prêt pour le scrutin de dimanche. Sur le territoire tunisien, nous avons 4564 centres de vote et 13 446 bureaux de vote. Chaque bureau de vote a une urne, donc c'est 13 446. Mais il y en a les stocks de sécurité un peu partout, donc c'est dans les 14 000. Pour un pays qui a été victime d'attaques terroristes depuis quelques années, la question sécuritaire est au cœur de l'organisation de cette élection. C'est l'armée qui sécurise les convois et qui sécurise les dépôts, le dépôt central et les dépôts régionaux. Pour le mouvement des matériels électoraux, pour être sûr qu'il n'a pas été ouvert entre les dépôts ou bien entre les dépôts régionaux et les centres de vote. Nous utilisons la technique simple des scellés. Tout est scellé. Dans les rues de Tunis, certains ont du mal à faire leur choix parmi les candidats. Je ne suis pas convaincu par aucun d'entre eux. Ils ont tous des antécédents différents. Il est difficile de différencier. On verra qui va sortir du lot, mais la confiance ne se donne pas. Elle se mérite. Le Premier ministre Youssef Chahed et le magnat des médias Nabil Karoui sont parmi les candidats les plus en vue. L'homme d'affaires, arrêté pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, devra rester en prison après le rejet de son pourvoi en cassation. Il est difficile de trouver une localité plus proche de la Grande-Bretagne que Calais. Dover, de l'autre côté de la Manche, est à seulement 40 km. Cela fait de Calais un pôle majeur du commerce bilatéral, transita par le rail et le ferry. Le Brexit préoccupe donc les commerces locaux. Hard Brexit ou pas hard Brexit, on continuera l'Angleterre parce que nous sommes aux portes de Calais et on ne peut pas vivre sans l'Angleterre. Pour anticiper sur le Brexit, le gouvernement français prépare déjà les esprits en embauchant des centaines d'agents supplémentaires des douanes. Paris a introduit des déclarations de douane et d'autres procédures en ligne pour les quelques 100 000 entreprises françaises commerçant avec la Grande-Bretagne. Les autorités affirment que les nouvelles mesures rationaliseront les contrôles des marchandises telles que les aliments et les animaux et faciliteront le bon déroulement des opérations, du moins en ce qui concerne ces contrôles douaniers. Tout cela témoigne de liens de longue date entre la région et la Grande-Bretagne, tant sur le plan économique que sur le plan historique.
Le marché britannique est le troisième marché pour le nord de la France. Si nous avons un problème avec le marché britannique, cela aura peut-être des conséquences néfastes pour la région du Nord. Une récente étude de la Chambre de commerce a révélé que les gagnants et les perdants d'un Brexit sans accord sont des entreprises locales. Les constructeurs automobiles basés en Grande-Bretagne peuvent venir ici, mais l'industrie du poisson et du tourisme peuvent en souffrir. Néanmoins, certains habitants de Calais sont toujours optimistes. Calais se prépare donc dans l'attente de la prochaine initiative de son voisin d'outre-Manche. Elles sont montées sur le podium du concours de beauté pour exprimer leur talent, mais surtout démontrer que l'albinisme peut être beau. Tour à tour, des candidates ont défilé dans de belles tenues lors de la première compétition au Malawi, un pays où ils sont confrontés à la stigmatisation et à la menace permanente. Je suis ici parce que j'ai déjà expérimenté la menace. Même quand je discute avec mes amis, ils ont souvent l'habitude de me dire que je suis similaire à de l'argent. C'est pourquoi je bénéficie toujours du soutien de ma famille. La dauphine du concours de beauté des albinos du Zimbabwe a exhorté les Malawites atteints d'albinisme à commencer à vivre au-delà de la menace. Refusez de vous définir en fonction du regard de la société. Ayez votre propre définition. Sachez de quoi vous êtes capable. Rêvez grand et toujours. N'arrêtez jamais. Des personnes atteintes d'albinisme au Malawi sont généralement attaquées en raison de fausses croyances selon lesquelles certaines parties de leur corps utilisées dans des potions magiques peuvent apporter chance et richesse. Selon les statistiques, plus d'une dizaine d'albinos ont été tués depuis 2014 et des centaines sont portés disparus. Les lauréats ont donc pour mission de joindre leurs efforts pour mettre fin à ces attaques. Mon objectif à partir de cet instant est de sensibiliser les communautés, en particulier les communautés rurales, qui ont des attitudes négatives, des mythes et des idées fausses sur les personnes atteintes d'albinisme. Je m'engage à aider les personnes atteintes d'albinisme à avoir confiance en elles-mêmes, en leurs idées et en leurs talents. Les initiateurs du concours prévoient d'organiser cet événement chaque année. Le quartier historique de Darb al-Labana, de 5 km², possède l'une des plus grandes collections d'architecture islamique au monde. Bien qu'il ait été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, ces derniers temps, des inspecteurs gouvernementaux ont déclaré que de nombreux bâtiments vieux de plusieurs siècles risquaient de s'effondrer. Des restaurateurs et architectes professionnels comme Al-Habashi ont commencé une lutte visant à sauver les vieux bâtiments et protéger le patrimoine architectural de l'Égypte. Il est très difficile d'inverser ces ordres de démolition. Vous devez prouver la valeur de cette maison, la valeur à la fois historique et artistique, afin d'inverser leur classement comme maison en ruine. Cherif Abdelmegid, un promoteur hôtelier, a acheté 8 maisons historiques dans la colline de Darb al-Labana depuis 2007. Lorsqu'il a demandé l'autorisation de les restaurer, les autorités lui ont dit que 4 d'entre elles étaient sous le coup d'une ordonnance de démolition. Quand nous parlons des avantages de cette région, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas l'architecture de leurs ancêtres et de leur patrimoine. Nous avons un quartier qui a toutes les caractéristiques du patrimoine et de l'architecture islamique. Face à la difficulté de préserver ces joyaux d'antan, certains experts se tournent vers la pratique du façadisme, qui consiste à démolir l'intérieur pour reconstruire un nouveau bâtiment tout en conservant la façade. Les démolitions détruisent un flux potentiel de touristes et de revenus liés au tourisme, qui ont rapporté à l'Égypte 1,6 milliard de dollars en 2018, selon les chiffres de la Banque centrale. Bonsoir à tous. Effectivement, nous commençons donc avec cette nouvelle qui vient d'être confirmée. Le Français Didier Six est le nouveau sélectionneur du Syli national de la Guinée. Il remplace le Belge Paul Put, emporté par un scandale de corruption après la CAN Égypte 2019. Et puis, le mois dernier, il avait déjà fait part de son intérêt pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Les choses se précisent lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires à Abidjan.
Didier Drogba a affiché son ambition de présider la FIFA. Suivez. Tout est parti d'une simple question sur une probable future carrière d'entraîneur. Didier Drogba a confié que son ancien club de Chelsea lui avait proposé de revenir comme coach des Blues, une offre qu'il a déclinée car voyant plus grand. Et ma vision est plus grande. Le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation. Le football ivoirien est dans l'impasse depuis le sacre à la CAN en 2015. Les éléphants ont été éliminés de l'édition 2019 dès les quarts de finale par l'Algérie. Drogba dit vouloir redynamiser le foot ivoirien. On peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale. L'élection à la présidence de la FIFA est prévue en fin d'année. Retraité des pelouses depuis fin 2018, Didier Drogba est devenu en juillet collaborateur du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Par contre, il a rejeté toute idée d'une potentielle ambition politique, à l'instar de l'ex-footballeur George Weah, devenu président du Libéria. Toujours sur le continent, la Ligue africaine des champions entame sa phase décisive ce week-end. Cette étape va déterminer les 16 qualifiés pour les poules de la compétition. 8 matchs sont à l'affiche ce samedi, dont les plus attrayants, Young Africans Zesco United, Génération Foot du Sénégal, Zamalek de l'Égypte, JS Kabylie contre Oria de la Guinée. Dimanche, on aura entre autres oppositions Al Nassr de la Libye, Raja de Casablanca. La SCK du Togo fera face à l'AS Vita Club de la RDC. La Santé Kotoko du Ghana jouera contre l'Étoile du Sahel. Les surprenants mauritaniens de Nouadhibou feront face au Wydad Casablanca. Elect Sport du Tchad défiera le champion en titre, l'Espérance de Tunis. Et Fossa Junior de Madagascar jouera contre le tout-puissant Mazembe de la RDC. La balle au panier. À présent, la finale du mondial de basket opposera l'Argentine à l'Espagne. L'Argentine s'est qualifiée pour la 3e finale de son histoire en dominant la France 80-66. L'Albi-Céleste, titrée en 1950 puis médaillée d'argent en 2002, affrontera dimanche l'Espagne qui a écarté l'Australie après 2 prolongations, 95-88. C'est le vétéran Marc Gasol, champion en titre NBA avec Toronto, a inscrit 33 points. Ce sera la 2e finale mondiale de la sélection ibérique, 13 ans après son sacre de 2006. On en parlait déjà hier, on met le cap sur le Maroc pour terminer. Je vous le disais tantôt, le groupe OCP, l'Office chrétien des chérifiens des phosphates, et la National Basketball Association NBA ont noué un nouveau partenariat visant à élargir les programmes de la NBA Junior Afrique League au Maroc et sur le continent. Sabrina Hakim nous en dit plus. C'est dans la salle Omnisport de Ben Rir qu'a été lancée la Ligue Junior NBA. Un programme mondial de basketball pour les jeunes filles et garçons mené par la Ligue, ayant pour objectif d'enseigner les compétences fondamentales du jeu et développer ce sport au Maroc. Alors notre objectif, c'est de rendre le jeu accessible, que les garçons et filles qui ont de la passion pour notre sport aient l'opportunité de la pratiquer. Durant cette journée, les jeunes bénéficiaires de ce nouveau programme ont assisté à des animations avec des professionnels du basketball, notamment le champion du monde de dunk, Guy Dupuis. C'est surtout la présence de Ray Allen, superstar de la NBA, qui a marqué les jeunes. Ce qu'il nous a dit me donne envie de faire du basket. Ce que nous a dit le champion de basket m'a beaucoup touché. Je pense que grâce à eux, je vais aimer le basketball. L'OCP et la NBA ont permis de renforcer la présence du basketball au Maroc et d'appuyer l'idée que de futurs talents pourront émerger du continent. Il n'y a aucune raison que le Maroc ne soit à l'avant-garde du basketball en Afrique parce que vous avez des gens qui aiment le jeu, vous avez les ressources, les communautés où vous voulez. Prochaine étape pour l'OCP et la NBA Africa, un voyage au Rwanda pour lancer un programme similaire. Le but, faire du basketball un véritable levier d'émancipation de la jeunesse marocaine et rwandaise. C'est tout pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi.
Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Demain est un autre jour. Bonsoir.